Bienvenue à tous dans ce premier épisode de la toute nouvelle émission Massilia Zone. On élève le débat, une émission bimensuelle avec, comme son nom l'indique, une volonté d'être complet dans l'analyse sur des sujets froids ou chauds de l'actu olympienne, avec à l'appui des déclarations, des statistiques pour débattre en profondeur avec à chaque fois un invité et un chroniqueur. Et quel honneur de recevoir pour le premier épisode de cette toute nouvelle émission Marouane Belkacem, encore plus avant un match contre l'Olympique lyonnais. Comment vas-tu, Marouane? Écoute, ça va très bien. Heureux pour 2 choses, effectivement, déjà d'inaugurer le format, donc merci beaucoup de l'invitation, d'autant plus que je vous apprécie, donc c'est un grand plaisir pour moi d'être là et évidemment en tant qu'ambassadeur de l'OLM, d'être là juste avant un match contre l'OL. C'est exactement ce que je sous-entendais, c'est que tu es ambassadeur. Bon, c'est un peu une private joke, donc on va, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément sur Twitter, on va préciser juste après. Mais on va aussi élever le débat parce qu'il y a Ilian. Comment ça va, Ilian? Écoute, heureux et bien rentré en France. J'ai eu l'occasion de faire, 1 ou 2 vidéos dans le podcast de Taharit, hein, on dirait l'OM. Mais, là, ça me fait plaisir, de te retrouver, toi particulièrement Tino, parce qu'on n'avait pas tourné ensemble depuis et un honneur de faire ma première vidéo avec Marwan. C'était que du plaisir. T'es Ça pas fait trop trop plaisir. essoré par le podcast avec Tahir Ça va Argiles? parce que le rythme il est intense, mais, non, non, mais ça va, Ouais, ça va, ça va. ça fait toujours plaisir. Bon, t'es toujours un supporter de l'OM, donc même après Ça va ton pas escapade bouger. australienne. Mais ça va pas bouger même si, du coup, je me le parce que j'avais 10 heures de décalage, hein, c'était, Ouais. 6 ou 7 heures, les matchs et se lever pour voir, ce que proposait le 2 Herbie Ball, surtout sur la fin là, janvier, c'était compliqué. Mais bon, je suis resté fidèle au club. Bah, en tout cas, perso, moi, je l'aurais pas fait, hein. Tu vois, par exemple, je suis allé voir sur Transfermarkt, il y avait le Sydney FC, il y a Marcel Tisserand là-bas, je crois. Je serais plutôt allé voir Marcel Tisserand faire des tacles glissés que de regarder l'OM, si je peux me permettre. Ouais, écoute. Mais voilà, d'ailleurs, on dirait l'OM qu'on vous invite à écouter, qui est dispo sur Spotify et YouTube. Voilà, Mmh, c'est une nouvelle émission de notre côté. Et évidemment, cette nouvelle émission, Élevons le débat, marque la rupture dans la zone. Et de leur côté, donc, Ilian, Ariles et Taha qui seront sur un podcast un peu chill avec On dirait l'OM. Et voilà, nous, cette émission, ça sera vraiment l'occasion de faire parler des invités extérieurs en les plaçant au centre de l'émission pour pouvoir évoquer, comme je vous ai dit, des sujets froids ou chauds. Le programme, vous l'avez sous les yeux, le cold case RDZ Benassia Longoria. Voilà, une toute dernière autopsie, on va dire. On profite d'être avec un Marwan pour classer le dossier une bonne fois pour toutes, parce que c'est toujours intéressant. On va parler aussi de l'arrivée du premier match d'Habib Bey, du très émouvant Habib Bey, et on va se projeter sur OMOL et la suite de la saison. Mais avant de revenir rapidement sur RDZ, Marwan, il faut qu'on te présente quand même, pour les viewers qui ne te connaissent pas. Je t'ai découvert perso en 2022, si ma mémoire est bonne. Tu es surtout présent sur Twitter et tu es vent debout contre le clubisme. Je vais lire ta description Twitter. Passé par quelques clubs et médias, et le football mérite mieux que le clubisme et nous aussi. Tu as un peu plus de 40 000 abonnés. Voilà, je tiens à le dire, c'est quand même important comme nombre d'abonnés, donc tu es quand même influent dans la team OM. Euh, mmh. c'est quoi ton parcours sur Twitter? Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu fais ça et ta relation que tu as avec, cette communauté un peu sur Twitter très rapidement? Alors très rapidement, le parcours sur Twitter, je pense qu'il est pas non plus hyper original, hein, simple supporter qui donnait ses avis. On a eu quelques infos de temps en temps, on s'est vite arrêté, puisque, c'est une activité qui est nocive et derrière, bah, on essaye de partager quelques analyses, comme on peut et puis si ça plaît, tant mieux et puis si ça plaît pas, on essaie d'en discuter. Donc, tout simplement, c'est, un parcours assez classique, je dirais. Voilà, simplement quelqu'un qui partage ses idées et content que ça puisse plaire, à un certain nombre de personnes. Parce que c'est vrai que 40 000, je m'imaginais jamais vraiment et ça, je dis vraiment ça premier degré, pouvoir réunir autant de personnes, même si c'est pas, voilà, 1 million de personnes et cetera, mais c'est vrai que Ouais. c'est quand même assez impressionnant de mon point de vue en tout cas, j'en suis assez, Co surpris tous les jours, sincèrement. Comment t'expliques ce lien avec Villas-Boas? Là, on l'a mis déjà en miniature, parce que, c'est ta pépé sur Twitter, mais tu as eu plusieurs pépés, Villas-Boas à plusieurs reprises. C'est quoi ton lien avec cet entraîneur? Pourquoi est-ce que à chaque fois tu le mets en pépé? Alors c'est une excellente question parce que souvent on me demande: «Bah, voilà, Merwan, pourquoi est-ce que tu es contre X ou Y entraîneur alors que toi, finalement ton entraîneur préféré c'est André Villas-Boas et que son jeu était comme ci comme ça à l'OM?» Mais finalement c'est pas une question de jeu. Pourquoi est-ce que j'aime bien Villas-Boas?
Voilà, sans que ce soit mon entraîneur préféré ou quoi ou qu'est-ce, mais je l'aime bien parce que pour moi, c'était un des entraîneurs les plus performants par rapport aux moyens qu'il avait à disposition, le contexte dans Mmh. lequel il a été mis à l'Olympique de Marseille. C'était aussi un homme intelligent et je trouve intègre. Il y a plein de choses qu'on peut lui reprocher à l'OM, sa confiance à Zubizarreta, plein de choses. Mais c'est vrai que moi, je me suis pas mal retrouvé dans ce que j'attends de l'OM et d'un entraîneur, dans le sens où c'est un entraîneur qui était performant, c'est un entraîneur qui avait de la personnalité, c'est un entraîneur qui avait de l'intégrité. Et surtout, il avait une intelligence que je trouve trop rare dans le football, où je pense que c'était aussi une personne qui n'était pas non plus rongée par ce sport et qui arrivait à garder une certaine hauteur. Et c'est pour Mmh. ça que j'ai beaucoup aimé son passage. Et voilà, on va se le dire clairement aussi, c'est que ça a été une bouffée d'air frais après avoir rongé son pain noir, mangé son pain noir, pardon, pendant un certain nombre de temps. Et c'est vrai qu'après Garcia, on était tous un peu essorés. Oui. On arrive, on finit deuxième avec une équipe et des attentes qui n'étaient pas forcément emballantes pour les supporters. Donc c'est notamment pour ça que voilà, je me suis attaché tout simplement à VB. Bah, suffit de voir où il en est aujourd'hui. Comme tu dis, c'est un homme intègre et il est à la présidence de son club de cœur. Comme tu dis. Ouais, c'est ça. C'est que quelqu'un d'aussi intelligent, à mon avis, il pouvait pas rester uniquement entraîneur. Non pas qu'il faut être bête pour être entraîneur, loin de là, mais c'est vrai que lui, il avait une prise de hauteur qui faisait C'est qu'on ça. savait qu'il allait pas se pérenniser en fait au poste d'entraîneur. On Mm. le savait. En tout cas, le passage, comme tu dis, en plus, qui a laissé un bon souvenir et il garde toujours un peu ce lien avec les supporters. Donc ça, c'est sympa. Bon, comme je vous ai dit, on va pas s'éterniser dessus, mais j'aimerais quand même revenir sur le fait que bah, tu es séduit par ton aversion au clubisme. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui viennent me voir, notamment bah, des Parisiens ou des Lyonnais, qui me disent ah tiens, lui, je l'aime bien, parce que Marwan, il va tweeter sans être de mauvaise foi. Et on me dit souvent d'ailleurs que je suis pas assez marseillais, moi, parce que j'ai pas assez de Non, mauvaise foi. Est-ce que c'est nous, la nouvelle génération, ou c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses de cette Team OM époque 2026? oula, c'est un vaste sujet. Mais je pense Ouais. que, enfin, en tout cas, je peux que parler en mon nom parce que bah, je ne représente que moi. Et moi, je sais que la lutte contre le clubisme, elle me tient à cœur parce que pour moi, c'est simplement de la mauvaise foi et c'est simplement une retraduction en fait du nationalisme à l'échelle du football. Et moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est la vérité ou essayer de m'en approcher le plus possible. Parce qu'évidemment, j'ai pas la science infuse, mais c'est vrai que pour moi, le clubisme, c'est un rempart par rapport à ça. Dans le sens où finalement, si ta vision du monde dans le football, elle est uniquement animée par les intérêts de ton club, ça va pas forcément être très intéressant de t'écouter. Et moi, je sais que j'aime avant le football plutôt que l'OM. Je suis supporter de l'OM, mais après ma passion pour le football. Et ça m'intéresse pas forcément d'analyser en tout cas mon club de cœur à travers un prisme qui est malhonnête parce que intellectuellement c'est pas hyper gratifiant en tout cas de mon côté. Après chacun y trouve son plaisir et c'est vrai que pour moi qui donne une grande place au football dans ma vie, je préfère le faire de cette façon-là parce que sinon j'aurais l'impression de ne pas être fidèle à la personne que je suis. Après voilà, je Ah respecte mais chacun. et Ouais. et et c'est sûr que sur une plateforme comme X, Twitter, tu enfin, c'est la vitrine du clubisme sur les réseaux sociaux. Je pense que tu fais pas pire en matière d'excès et de comportement à ce sujet. Donc forcément, quand tu as un compte comme ça qui émerge avec des positions, heu, qui donnent une stature en plus tu l'as mis dans ta bio, donc anti-clubiste et tout, forcément, ça génère vite, tu peux devenir une référence, tes tweets, ils tournent et tout, donc Et ouais, à ouais, l'inverse aussi quelqu'un qu'on n'aime pas, tu vois. À l'inverse aussi ouais. quelqu'un qu'on n'aime pas parce que bah, il faut se le dire aussi, il y a un certain nombre de personnes qui ne m'aiment pas euh, pour beaucoup des mauvaises raisons. Après j'ai aussi mes défauts sur plein de choses, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que quand on essaie d'être objectif, je disais que je respectais les rapports au football de chacun, mais s'il y a quelque chose que je trouve pas forcément respectable, c'est justement la mauvaise foi quand elle est vraiment, quand elle va jusqu'au bout. On peut tous Mmh. avoir un peu de mauvaise foi quand on regarde un match de football, mais pour le coup, quand on a un positionnement anti-clubiste, bah, c'est vrai qu'on est quand même assez marginal dans le football et même si ça fait appel à pas mal d'affect ou du moins il y a pas mal de gens aussi qui m'aiment bien par rapport à ça, bah, dans le sens inverse, ça va aller contre le rapport au football d'un certain nombre de personnes. Donc ça va avec, c'est comme ça. Ouais, tout à fait. Bon, Ilian, j'allais te demander un mot, mais du coup, tu as déjà parlé, mais je crois savoir que tu suivais Marwan depuis assez longtemps aussi, toi aussi, mais Ouais, pour ouais. les mêmes raisons. Donc voilà, pour ce petit tour Merci à vous. d'horizon sur toi, Marwan. Les gens qui ne te connaissaient pas te connaissent un peu mieux. Et on va passer du coup à cet épisode qui nous a pris beaucoup d'énergie, je trouve. Mmh. C'est Roberto De Zerbi, Longoria, Benassia, entre tous les remue-ménages qui se sont passés. On va prendre beaucoup de recul, on va passer très rapidement dessus, mais j'aimerais qu'on se dise qu'avant ce mois de janvier qui était crucial, on s'était quitté quand même sur un mois de décembre qui était positif. Pas dans le jeu, mais en tout cas en termes de résultats, c'était déjà positif. Il y avait eu la victoire à l'extérieur contre l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions.
c'était positif au classement. Il y avait 1-0, le 1-0 contre Monaco au Vélodrome. On se qualifie contre Bourg-Péronas en Coupe de France. C'était pas l'obstacle le plus dur, mais voilà. Comme je l'ai dit, l'OM n'est pas flamboyant dans le jeu, mais doit viser la qualif en barrage de Ligue des Champions. Il doit continuer de lutter pour revenir sur le PSG et Lens, qui sont à 36 et 37 points à cette époque-là, et ne pas se faire distancer, car nous, on était à 32. Bon, le premier match de l'année, ça se passe relativement mal. OM FC Nantes, défaite 2-0 au Vélodrome. C'est la 3e victoire de la saison seulement pour les Canaries. C'est quand même chaud. Voilà, il y a le carton rouge, évidemment, de Vermeeren à la 30e minute, et puis plus rien. Alors que c'est possible de poser des problèmes, je pense, au FC Nantes, même à 10. Le PSG-OM, la défaite au pénalty après avoir mené, c'est un sacré coup de massue. C'est une déchirure parce que le but intervient à la dernière minute, et la gestion des joueurs est assez catastrophique après, malgré tout, un match de patron. Donc c'est quand même un gros ascenseur émotionnel. Après, tu as Bayeux-Angers, voilà, ça c'est un peu l'éclaircie. Et, et à partir de OM-Liverpool, même si c'était déjà un peu en dents de scie depuis très longtemps, ça a commencé à devenir un peu chaud pour De Zerbi. Il y a le non-match contre Liverpool à domicile en Ligue des Champions. Il y a la victoire contre Lens, 3-1. Bon, c'est un gros match des Marseillais contre le premier du classement, donc voilà, vecteur d'espoir. Tu es optimiste pour le match contre Bruges, et là, patatras, parce que tu te fais éliminer après un non-match en Belgique, qui est une soirée assez terrible. Je pense que si je vous dis Troubine, vous avez encore des frissons. Après ce but à la dernière minute entre le Benfica et le Real, ce but qui évidemment élimine l'OM de la Ligue des Champions. Et là, RDZ évidemment est épinglé, il va bouder, il remet sa démission, mais elle est refusée, c'est déjà assez compliqué pour lui. Et ensuite, il y a ce nul contre le PFC où on se fait rejoindre encore en fin de match. On fait ce match contre Rennes 3-0 en Coupe de France. Le niveau des deux équipes, pardon, est assez horrible. Et ensuite, bah, la goutte de trop, on connaît très bien, on sait très bien ce que c'est le 8 février. Contre le PSG, on perd 5-0, donc on se prend une manita quand même, sans marquer. Roberto De Zerbi s'en va. Là, il fait pas que bouder, il s'en va, il se sent impuissant et inutile. Heu, voilà, c'est Roberto De Zerbi, la personnalité parfaite pour l'Olympique de Marseille, mais le football trop soporifique, peut-être trop de contrôle, on va en parler. Et le 11 février, l'OM se sépare de Roberto De Zerbi. Donc, je vais vous laisser la parole parce que ça commence à faire longtemps que je parle, mais j'aimerais mettre en avant 2 écoles par rapport à ce départ de Roberto De Zerbi. D'abord, celle de ceux qui pointent une surréaction de l'OM face à la situation, comme Bruno Constant, dont j'ai relevé l'avis, qui dit deuxième, donc c'est un journaliste à RTL, qui dit deuxième pour sa première saison et retour en Ligue des Champions, quatrième à 3 points du troisième, Lyon, que tu reçois le 1er mars, est toujours en course pour la Coupe de France, donc dans les objectifs. Une fois encore à l'OM, on surréagit à une défaite comme si c'était la fin du monde. L'instabilité émotionnelle est un frein pour ce club. Et il y a ceux qui pensent à contrario que cette décision est la bonne pour tout le monde, ceux pour qui Roberto De Zerbi avait atteint ses limites. En tant que coach, je crois que vous faites partie de cette école que je suis en train de citer, non pas dans les idées, mais dans sa faculté à gérer un groupe. Voilà, il avait atteint ses limites, un vestiaire qu'il a visiblement lâché, mentalement plus que sentimentalement, hein, je veux dire, parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a une solidarité qui subsistait envers le coach italien. Beaucoup de joueurs étaient quand même émus de son départ, mais étaient résignés. Ma question, c'est la suivante. Marwan, quand tu entends ça, quel est ton cheval de bataille? Moi, je pense que c'était le bon moment pour s'en séparer. Mmh. Pour être honnête, je pense qu'on avait atteint une voie de non-retour. Je pense que lui-même voulait partir. Je pense qu'au bout d'un an et demi, on n'avait pas vu de progrès, manifestement, dans le jeu de l'Olympique de Marseille. On avait vu, je pense, des stigmates assez clairs d'un groupe qui, finalement, était emprisonné par l'idéologie de Zerbi sur le terrain. On pourra en parler un peu plus longuement, mais je vais laisser Ilian enchaîner. C'est vrai que moi, c'est. Et je pense même que ça aurait dû se terminer plus tôt après. En janvier, pour moi, ça aurait déjà pu se terminer, notamment après Bruges. Notamment après Bruges, parce que tu vois qu'il y a eu un avant et un après dans l'énergie. Et j'ai sincèrement pas senti de Zerbi impliqué véritablement après ce match-là. Et on aura encore une fois l'occasion d'en parler, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de signaux annonciateurs qui pouvaient présager justement d'une fin qui allait tout simplement se dérouler comme ça. Ilian, tu m'arrêtes si je me Ouais, trompe, hein, mais t'es de cet avis aussi, hein? oui, oui, bah, moi-même, si tu te rappelles bien, dès le début de la deuxième saison, Oh oui. heu, dès la compo contre le Real de Madrid, alors qu'au final ça s'avérait payant, mais je ne comprenais pas ses choix. Mais, sur la question du progrès, et c'est ce qui fait que pour moi, en fait, le plus tôt possible était le meilleur moment.
On a pendant trop longtemps et surtout en début de saison été, attachés aux résultats. C'est d'ailleurs aussi le cas du Stade, hein, qui, n'est embarqué que par, les buts ou les résultats. Mais, ça fait bien longtemps, depuis la saison dernière, qu'on a oublié l'idée du jeu, en fait, de Zerbi. On nous a longtemps dit qu'il fallait du temps, qu'il fallait attendre. Alors, au début, c'était une question d'effectif. Il y avait aussi les blessés, hein, on n'oublie pas que Gouiri et Medina n'étaient pas là, en début de saison, que s'ils revenaient en janvier, c'était comme un nouveau mercato d'hiver et que ça allait, relancer, l'équipe. Alors que moi, ce que j'ai toujours, critiqué chez Roberto De Zerbi, plus que ses conférences de presse, plus que sa communication, incompréhensible, bah, c'est sa capacité à ne pas exploiter, le rendement de son effectif. Ce qui était affolant en début de saison et pourtant on avait ramené des joueurs comme Naïef Aguerd derrière, comme Benjamin Pavard, bon qui s'avère être une mauvaise recrue, mais ce que je veux dire, c'est que l'effectif a monté de qualité et pour autant, dans ce qu'on proposait dans le jeu, je n'ai pas vu d'amélioration significative. Donc pour moi, en fait, à partir du mois d'octobre, l'affaire, elle était bouclée. Bien sûr que les résultats, en plus, on commençait à entrevoir, il y avait une belle phase là jusqu'à Sporting Lens, où on perd ces 2 matchs et que ça nous fait mal à la tête. Mais de toute façon, sur la durée, moi je ne comprenais pas qu'on s'appuie autant sur ce coach et qu'en plus, toute la direction, lie son destin à ce coach. On reviendra, je pense, sur, les multiples déclarations de Benatia, que ce soit sur RMC et cetera. Et puis derrière, ce qui a été fait, dans les instances dirigeantes. Donc moi vraiment, c'était le plus tôt possible. Là, comme l'a dit Marouane, il y avait un point de non-retour parce que pour moi le groupe l'a lâché, après Bruges, c'est clair. Mais, le plus tôt possible, ça aurait été le mieux pour, bien finir cette saison parce que là on risque, peut-être de le payer, ouais. Bon, pour te donner un peu de contexte, Marouane, avec Kylian, enfin, c'est par rapport au début de sa prise de parole. C'est vrai qu'on s'est déjà agacés mutuellement, Kylian et moi, sur les coachs, enfin sur, sur le coach Roberto De Zerbi. Parce que moi, j'étais plutôt de la team patience. En fait, bon, je vais vous donner l'occasion de me Ah roast oui. un peu, mais voilà, comme il dit, en fait, Bruno Constant dans son tweet, je trouve que je trouve qu'on quand on se met sur les épaules d'un géant, je me dis, même si dans le jeu c'est insuffisant, pourquoi pas laisser du temps en fait à Roberto De Zerbi je me dis quand on place l'entraîneur avant les joueurs, par exemple, il y a souvent cet exemple de Mikel Arteta à Arsenal, qui est en place depuis 2019, mais qui dispose évidemment pas des mêmes moyens économiques et footballistiques. Mais je trouve que l'exemple d'Arteta, qui fait aussi écho d'ailleurs à ce que Longoria disait quelques jours avant le départ de Zerbi, qui disait au Télégraphe qu'il aimerait bien que Roberto De Zerbi soit le Diego Simeone de l'OM. Je trouve que c'est important pour moi d'être patient avec un coach, surtout dans cette époque-là, même si effectivement, en fait, à la fin, j'étais résigné parce que au final, il me donnait aucune certitude. Mais à une époque, j'étais dans cet avis-là, Marouane, de me dire, Ça il s'entend, faut lui donner du temps. mais ça s'entend, ça s'entend. Simplement, il y a 2 choses à rappeler dans cette histoire, c'est que la première, déjà, c'est lui qui est parti. C'est pas personne n'a été impatient avec lui, c'est lui qui est parti, c'est lui qui a décidé de partir et c'est lui qui, mettait constamment, sa tête en jeu quand il était à l'Olympique de Marseille dans sa C'est vrai. communication, dans plein de choses. C'est vrai. Je pense aussi qu'on et ça, c'est aussi important de le rappeler, c'est qu'il y a ce il y a ce il y a ce leitmotiv autour de l'Olympique de Marseille qui est les supporters sont impatients. Euh, il y a une instabilité chronique dans l'environnement du club qui fait qu'on ne peut rien faire à l'Olympique de Marseille. Or, quand on regarde les faits, c'est vrai que depuis Igor Tudor, moi, de mémoire de supporter, hein, ça fait plus de 20 ans que je supporte l'OM et que je les suis attentivement, il n'y a jamais eu une période aussi calme, aussi docile de la part des supporters. L'instabilité, elle était absolument pas extérieure. Même quand il y a eu des contre-performances assez criantes, que ce soit la saison dernière ou cette saison, il n'y a pas eu de broncade du vélodrome, il n'y a pas eu de révolte populaire. Donc c'est vrai que moi, j'ai vraiment du mal à entendre cet argument de on a été impatient avec De Zerbi, Mmh. sachant qu'effectivement, voilà, il est parti et le public n'a pas grondé. La deuxième chose, c'est que moi, je suis complètement d'accord avec le fait de donner de la patience pour un entraîneur, mais là, encore une fois, pour moi, et c'est là où l'exemple Mikel Arteta n'est pas le même, c'est que Roberto De Zerbi, quand il arrive à l'OM, c'est pas Mikel Arteta qui arrive après 15-20 ans de Wenger. Mmh. Arsenal, où il y a quasiment tout à refaire. C'est que déjà, comparativement à son championnat, Roberto De Zerbi a une équipe bien plus forte. On regarde le budget aujourd'hui, ne serait-ce que le budget. Hein, l'OM, je crois que c'est au moins 2 ou 3 fois devant un membre hors du top 3 du podium. Aujourd'hui, lancé premier avec je crois, 3 ou 4 fois un budget inférieur à l'Olympique de Marseille.
Mmh. avec un effectif qui était supérieur à celui d'Arteta, Et comparativement à sa ligue, hein, je ne parle pas en valeur brute, c'est-à-dire que Ouais, Arsenal ouais. était moins fort en première ligue que l'OM en Ligue 1 par rapport à ses concurrents. Deuxième chose, c'est la concurrence. C'est qu'à l'époque, tu avais City, tu avais United qui était encore là, tu avais Chelsea, tu avais Liverpool. Aujourd'hui, en Ligue 1, on est face à une moyennisation du championnat avec un certain nombre de clubs qui font face aussi à la loi économique qui anime ce championnat. Et c'est vrai que l'OM pouvait tirer son épingle du jeu avec un mécène qui, lui, avait les reins suffisamment solides pour assumer le fait que les droits TV puissent descendre. On a vu encore investissement massif l'été dernier. Donc, tu as tout un nombre de variables qui font que l'exemple d'Arteta, il ne résiste pas vraiment à l'épreuve des faits. Or, l'argument de dire, bah voilà, il est resté du temps, au final, il a, entre guillemets, triomphé, hein, ce qui est pas forcément dit, même si, au final, son mandat restera honorable. Mais quand on va plus loin que la seule dimension temporelle de l'exemple, je ne vois pas vraiment le rapport. D'autant plus qu'il y a deux choses. Arteta, lui, il a réussi à mettre en place une défense perméable directement, et il récupère la FA Cup première année. D'accord. De Zerbi, ce qu'on a vu à l'OM, c'est la constante de toute sa carrière. Une défense perméable, une emphase sur le jeu avec ballon et certains aspects uniquement du jeu avec ballon. Le reste, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine pauvreté qui se reconduit d'année en année. Donc pour moi, on est face à deux entraîneurs qui sont complètement différents, deux clubs qui sont différents, et pour le coup, je trouve que le comparatif, il joue pas en faveur de Roberto De Zerbi. Maintenant, Ilian l'a dit aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de progrès de cette équipe sur 18 mois, un peu moins 14 mois. Et pire, en fait, on ne voyait pas comment est-ce que ça pouvait s'inverser, parce que lui-même, de son propre aveu en conférence de presse, disait « Moi, je ne sais pas, je n'ai pas Ouais. la solution ». Et c'est vrai que dans ces conditions-là, bah, forcément, quand on paye un entraîneur pour avoir des solutions, ça peut interroger et mettre la puce à l'oreille sur, bah, finalement, si aujourd'hui lui-même ne sait pas quoi faire, est-ce qu'il est l'homme de la situation? Et on en reviendra en détail, mais sa gestion de l'effectif, ces joueurs qui sortent et qui rentrent du 11, des joueurs qui sortent et qui rentrent de l'équipe, hein, parce qu'il faut dire aussi que Roberto De Zerbi a eu la main mise sur le recrutement. Donc on peut reprocher à la direction, Mehdi Benassia, Pablo Longoria, peut-être de l'avoir écouté. Et ça, je trouve que c'est une critique qui est légitime. Mais à la fin de la journée, c'était aussi la conséquence de ses choix. Jonathan Rowe, Eli Wahi, Lilian Brassier, plein de joueurs comme ça qui sont arrivés à l'OM et qui sont repartis très vite, notamment parce que lui trouvait qu'il ne donnait pas satisfaction. Ismaël Benasser aussi, c'est un joueur qui, quand il est arrivé, il était extrêmement heureux de l'avoir. Après, il y a eu un rendement sportif qui était celui qu'il était, mais encore une fois, lui réclame des joueurs et puis derrière les évacue assez rapidement. Donc on peut se demander si finalement les conditions de la performance étaient réunies. Et pour moi, en tout cas, les perspectives, elles étaient beaucoup trop faméliques pour qu'on puisse se dire continuons avec lui, même si finalement, je pense que il est parti au bon moment. Pour moi, c'était la seule première fenêtre légitime où on pouvait se dire ok, maintenant on a eu un échantillon suffisamment représentatif, que ce soit en termes de coaching ou en termes de résultats, pour se dire il est peut-être temps d'avoir une discussion assez sérieuse sur ce qui va se passer ensuite. Sauf que la situation n'est même pas Mais celle-ci, c'est que lui-même a fait ce constat et il est parti. voilà, c'est ça. Comme tu l'as bien rappelé, c'est que, la direction ne l'a pas remis en question à ce sujet. D'ailleurs, là, il avait posé Jamais. sa démission contre Bruges et même à ce moment-là, on a voulu le conserver, on continuait à aller dans son sens et ça, c'est aussi, une certaine incompétence, de la Hmm. part de la direction, hein, c'est clair. j'ai une question, pardon. Incompétence, ouais, Vas-y, ouais, Marwan, pardon, ouais. vas-y. Non, mais je comprends. Pour moi, il est un peu fort le mot incompétence, mais c'est vrai que, en tout cas, c'est clairement quelque chose qu'on peut reprocher à la direction. Mais encore une fois, pour moi, il faut recontextualiser. C'est que là où le discours sur l'instabilité autour du club, il peut avoir prise, c'est que ces dernières années, notamment sous Longoria, il y a souvent des dissonances et une instabilité par rapport à la dissonance entre le projet du coach et le projet club. Mmh. On a Sampaoli qui succède à Tudor avec un effectif qu'il faut remodeler, etc., etc. Et je pense que ce passé immédiat, il était traumatisant pour Mehdi Benassia. Et je pense qu'il a réagi d'une façon qui était assez caricaturale sur certains aspects, dans le sens où il a voulu donner, entre guillemets, les pleins pouvoirs dans les faits à Roberto De Zerbi en l'écoutant et en faisant ce qu'il fallait pour lui donner tous les ingrédients afin qu'il puisse Mmh. réussir. Et ça, pour le coup, cette confiance excessive, on peut oui, la reprocher d'un point de vue sportif. Maintenant, oui, il faut pas occulter ce contexte-là, et c'est vrai que moi, ça me dérange pas forcément qu'on donne autant de pouvoir à un entraîneur si jamais on est convaincu que ce soit l'homme de la situation. Et pour moi, c'est vrai qu'il devait y avoir une certaine lucidité, notamment sur la gestion du groupe, qui aurait pu intervenir avec un certain holà qui aurait pu être posé. Ça, c'est vrai que c'est une critique qu'on peut faire. Je suis d'accord avec toi, Mais Marwan, dans le sens où aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont trop le fusible
des joueurs qui, Mhm. au bout d'un moment, sont lassés d'un entraîneur. Et c'est vrai que Benassia, ce qu'il voulait faire, c'était ériger De Zerbi en patron pour pas que ça se passe. Mais bon, là, visiblement, c'était plus du côté de Zerbi le problème. Avec des travers, hein, avec des travers, hein, quand tu vois qu'il y a autant de mouvements et que les desiderata de Zerbi se manifestent automatiquement dans des entrées et de nouvelles sorties, Et- ça c'est que c'est critiquable, il n'y a pas de souci, hein. Et derrière, et c'est ça je pense que beaucoup de gens ont occulté, c'est que ça a des conséquences sur un groupe. Aujourd'hui, moi je pense que les fins de match, certaines gestions de rencontres, c'est aussi le produit de joueurs qui pensent beaucoup plus à l'erreur ou au pattern que veut mettre en place de Zerbi qu'à véritablement jouer positivement. On jouait plus pour éviter l'erreur ou pour éviter justement la sanction négative du coach. On jouait plus du coup pour faire plaisir à l'entraîneur que pour gagner un match, entre guillemets. La nuance, elle est fine, mais elle est là. Mm. Et je pense qu'on est tombé dans ça à l'OM, et c'est dommage. C'est intéressant ce que tu dis, Marwan, parce que déjà, enfin, pour l'émission, je m'étais noté en plus, bon, ça c'était un peu plus tard, mais du coup, on va l'évoquer maintenant. Tu avais partagé l'extrait de Samuel Umtiti, bon, un Ouais. champion du monde, grand sportif, sur Twitter. Et lui, il avait dit, à partir de la 65e, les joueurs n'arrivaient plus à faire des courses. Sous De Zerbi, les joueurs étaient plus focus sur leur placement et les consignes du coach au point d'en oublier l'intensité à mettre dans les duels. Et ensuite, quand tu vois cette stat en Ligue 1, où l'OM est leader de Ligue 1 dans le domaine des buts pris à la 90e, ils en ont 7, Strasbourg juste après en a 5. J'écoutais un préparateur mental il y a pas longtemps, enfin hier en tout cas sur RMC, qui disait que dans ces moments-là, tu vois, comme dans les temps additionnels, tout est exacerbé parce qu'en 10 minutes, il peut tout se passer dans le football. Et bah, toutes les équipes ne réagissent pas de la même manière. Et l'OM était souvent confronté, en tout cas cet OM de Roberto De Zerbi, avec 7 hommes en place sur le banc, l'OM était souvent confronté, je trouve, au fait de sacraliser le clean sheet, en tout cas prendre un but, déjà parce qu'on faisait pas assez de clean sheet, mais aussi parce que souvent on menait après avoir livré cette partition millimétrée. Et la partition millimétrée, le coach, il était tellement fou furieux sur le bord du terrain, bah, t'as pas envie de la perdre et ça fout la pression, je trouve. J'ai tendance à penser en tout cas que la pression managériale de Roberto De Zerbi, dans des moments comme ça où tout est exacerbé, ça fait partie du problème mental qui vient se rajouter à celui qui est physique. Je sais pas si vous êtes d'accord. Et Yann, Ah ça ouais, m'intéresse de t'écouter là-dessus. ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi à ce sujet. Et d'autant plus que j'ai bien aimé l'idée que tu as émise tout à l'heure, Marwan, qu'on voulait plus faire gagner un entraîneur qu'une équipe. Et dans le sens, dans ce sens-là, moi, ce que je retrouvais aussi, c'est que c'était pas un garçon qui, en plus, allait se remettre en question. Et tu le voyais bien à chaque défaite, il était piqué, il était vexé. Et le fait d'être en plus protégé par ta direction, c'est-à-dire que les seuls, si par exemple tu n'acceptes pas la critique des journalistes ou des supporters, ce qui peut être légitime parce qu'ils ne sont pas avec toi chaque semaine, ce que tu fais, ils dorment à la commanderie, etc. Mais les seuls qui sont en mesure de te questionner, c'est ta direction, c'est ton employeur, c'est ceux avec qui tu as choisi ce projet sportif. Et le fait qu'eux aussi aillent dans le sens de le pouponner, de le conforter, bah moi je pense que l'homme, en tout cas, je parle Roberto là, plus que De Zerbi, ça ne l'a pas été non plus dans son management. Et ça a entraîné ces excès de colère sur le terrain qui se répercutent directement derrière sur l'équipe. Donc moi, c'est aussi comme ça que ouais, que je le perçois. Ouais, en fait, après, je pense qu'on peut aussi parler d'un autre aspect qui est intéressant, parce qu'il y a souvent deux écoles qui s'affrontent pour expliquer les performances de l'OM. Donc, soit l'école joueur-centrée et l'école entraîneur-centrée. Donc, soit bah, Mm. finalement le coach c'est le protagoniste principal du résultat, soit c'est les joueurs. Je pense que c'est l'interaction entre les deux variables. Et pour moi, le coaching de De Zerbi, il va conditionner aussi dans une certaine mesure les performances de certains joueurs. Je m'explique. Roberto De Zerbi a donné une interview il y a quelques temps à un journal anglais où il disait finalement qu'il aimait bien les grands joueurs, mais ce qu'il aimait aussi, c'est quand les joueurs finalement se rappelaient que lui était le plus important en tant que coach. Et je pense qu'il faut rappeler aussi qu'en 2026, on n'a jamais été dans une ère du football où le coach a été aussi important. Parce qu'on voit bien que quand on regarde un match de football, les joueurs sont standardisés. On a globalement des joueurs qui sont beaucoup plus là pour leur fonction que pour leur spécificité. Et ça, Mm. c'est aussi lié à la scientifisation de l'approche du football, c'est qu'on cherche à tout calculer, tout contrôler, et derrière, finalement, il faut que le joueur sur un terrain de football, il soit liquide et qu'il s'adapte aux idées de l'entraîneur plutôt que l'inverse. Et Roberto De Zerbi, lui, était de cette école, et ça peut fonctionner. Il y a des entraîneurs comme Luis Enrique qui fonctionnent très bien avec cette école-là.
Mais c'est vrai que moi, je pense que Roberto De Zerbi, c'est un coach qui se focus sur des patterns, sur le jeu positionnel, sur le fait voilà, d'avoir un joueur dans cette zone qui va entraîner le déplacement d'un autre pour trouver le troisième. C'est Et, obsessionnel, ouais. et en fait, le truc, c'est que c'est un pattern qui va prendre 90% de la charge cognitive du joueur, alors que dans le match, réellement, c'est 10% de la rencontre, ce type de situation. Et derrière, finalement, tu as des joueurs qui vont beaucoup plus penser et faire des allers-retours entre ce qu'ils voient et le pattern qu'ils doivent appliquer, plutôt que d'apprendre à trouver une solution par rapport aux données environnementales. Et là, je pense qu'ils étaient surchargés psychologiquement et qu'il y avait des choses qui étaient attendues, qui n'étaient pas forcément faisables par les joueurs, tout simplement parce que je pense que la Ligue 1 et le football en général, ça te demande une capacité d'adaptation à une situation donnée, à tes qualités en tant que joueur. Est-ce que tu es plus à l'aise avec telle ou telle surface sur le pied? Est-ce que l'adversaire en face de toi, il va te laisser faire ce que tu peux faire? Est-ce que le coach ne va pas s'adapter à ce que tu vas faire? Enfin, tout plein de variables qui vont faire que ton plan de base et ce sur quoi tu veux te focaliser, bah, tu vas devoir le réadapter en match. Et moi, je pense qu'il y avait une telle emphase sur les principes que derrière, les joueurs ne pouvaient plus s'adapter en match parce que Roberto De Zerbi attendait tellement que ce qu'il a pensé se retranscrive à la lettre exacte sur le terrain que les joueurs en fait n'arrivaient plus à trouver des solutions en improvisant. Et c'est ce qui arrive dans des moments où finalement tout est exacerbé, dans les moments sensibles, hein, soit début de match, soit fin de match. L'OM encaissait beaucoup parce qu'on était face à des joueurs qui appliquaient des recettes toutes prêtes, mais qui finalement n'arrivaient pas à s'adapter à l'urgence de l'instant. Et il y a une école de pensée dans le coachisme qui s'appelle le coachisme écologique, où finalement le coach, son rapport à l'entraînement et au développement de la performance, il est plutôt dans apprendre aux joueurs à dégager des solutions par rapport aux données environnementales. On va avoir des principes qui vont être beaucoup plus flexibles par rapport à la capacité du joueur à trouver une solution. Par exemple, je sais pas moi, si tu veux je sais pas, mettre en place du jeu long, bah, tu vas devoir t'adapter à ton défenseur qui est beaucoup plus à l'aise à taper coup du pied qu'extérieur, par exemple. Ou extérieur, et du coup, finalement, ça va amener un certain nombre d'adaptations dans ton jeu qui vont s'adapter aux qualités de ton équipe, aux qualités de tes adversaires. Et derrière, ça va apprendre aux joueurs à analyser ces variables, les décrypter et trouver une solution. Et c'est vrai que, pour moi, c'est ce qui va permettre de cognitivement beaucoup moins charger les joueurs. Et je trouve que sous De Zerbi, il y avait cette surcharge qui empêchait. Enfin, tu vois, il y a un exemple pour revenir un peu sur le terrain de façon un peu plus terre à terre, entre guillemets. Je pense que Leonardo Balardi, c'est un excellent indicateur là-dessus. Je pense que Leonardo Balardi, on voyait très bien les surcharges cognitives dans lesquelles il se plongeait. C'est que quand il a trop d'informations, il fait n'importe quoi. Il est très bon quand le jeu est face à lui. On l'a vu notamment dans la double confrontation contre Atalanta, quand il avait Scamacca, il l'a éteint. Mais c'est vrai que quand il faut gérer de la largeur et de la profondeur, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il va devoir se positionner en fonction de mecs qui font des courses profondes, des courses latérales et à droite à sa droite et à sa gauche. Et dans le jeu de Zerbi, c'est vrai que lui était souvent exposé à des erreurs d'alignement où plusieurs fois il se jette et il va se faire tromper. Et quand tu as un joueur qui a déjà ses limites là de base et que tu vois que c'est autant exacerbé, c'est vrai que pour moi ça interpelle. Et évidemment, le fait que chaque match se joue sur des détails, entre guillemets, c'est-à-dire soit un carton rouge, un carton jaune, des hors-jeux, des erreurs d'alignement, pour moi, ces petits détails-là, ça révèle tout simplement d'un problème structurel et ça revient finalement à ce que je disais un peu plus tôt, le fait qu'on soit dans un coaching qui soit beaucoup plus directif que compréhensif du matériel à disposition. Ilian, je fais juste une parenthèse et je crois que Fabregas sont de ses coachs et de ses coachs pardon qui laissent à Como par exemple à ses joueurs justement une flexibilité au niveau des choix et il me semble que c'est déjà un peu plus la tendance en ce moment que enfin, en tout cas le jeu de Zerbi c'est cette surcharge un peu tactique devient de plus en plus obsolète en tout cas aujourd'hui dans le football. Oui, et puis c'est aussi sans doute lié à un management des hommes. C'est que je pense que quand tu es aussi exigeant, il faut aussi avoir une certaine souplesse dans les erreurs que ça peut provoquer. Et quand tu l'as pas et que derrière, je sais pas si vous aviez remarqué, mais dans la communication de Zerbi, même quand il se dédouanait en face, pas quand il se dédouanait, justement au contraire, quand il prenait ses responsabilités en disant c'est de ma faute, je trouvais ça assez vicieux ou du moins assez. Très. Ah ouais. Il aime bien ça, Ilian, Parce la que- communication de Roberto De Zerbi. Non, mais oui, parce que moi, je trouve ça hyper culpabilisant ce qu'il faisait. Enfin, C'est vas-y, ça, vas-y. c'est que par exemple, il disait c'est de ma faute, hein, je sais pas quoi faire, je pense qu'ils ont besoin d'un psychologue. En gros, quand tu dis que c'est de ta faute, mais que finalement tu ne peux rien faire, tu es désemparé, ça sous-entend que la situation est tellement grave que toi-même tu ne peux rien y faire. Ouais, c'est des nullards, quoi. Et en fait, ce que ça dit, c'est que le problème, c'est pas vraiment toi, c'est eux. Et à chaque fois, c'était comme ça, en fait. Et du coup, tu te dis, si à chaque fois, en fait, les joueurs sont culpabilisés,
derrière, en plus de tout ce qu'on vient d'évoquer, ça crée une réflexion sur le terrain où le joueur va pas forcément penser à jouer positivement, mais va avoir peur de l'erreur. Je vais souligner quelque chose que tu as dit par rapport à Balerdi. Enfin, c'était le meilleur exemple, je pense, que tu pouvais prendre pour ton argumentaire, hein. C'était hyper intéressant. Mais malgré tout, tu vois, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que toi, dans une position d'amateur ou de semi-pro, hein, niveau aucune, niveau aucune Ouais, insulte, t'arrives à déceler tout ça. D'autres qui se spécialisent dans l'analyse du foot et tout arrivent à aussi percer ce genre de problème, alors qu'on n'est pas tous les jours à la commanderie, alors qu'on n'a pas cette visu, on ne connaît pas les joueurs de près, et cetera. Tu vois pas les Heu, entraînements, comment Ilian. t'ex com comment comment t'expliques que, avec un staff, avec X personnes, avec une direction aussi pointue, qui est en mesure de faire des mouvements, une équipe où on lui a choisi, peaufiné les joueurs. Tu vois, ça, c'était un argument que j'entendais la première année, les joueurs. Là, la deuxième, on lui a choisi tous ses joueurs, il les a lui-même en plus encensés en inventant des liens familiaux à chaque fois avec chacun. Comment t'expliques que, par exemple, la mayonnaise pour un Balerdi, elle est jamais prise? Moi, Balerdi, j'ai trouvé bien plus impressionnant sous Jean-Louis Gasset que sous Roberto De Zerbi. Pourtant, De Zerbi arrive, t'en fais ton capitaine, tu le mets en avant dans ta défense et un petit peu partout. Donc, comment t'expliques que professionnellement, si ce n'est pas de l'incompétence, tu vois, j'en reviens au mot de tout à l'heure, comment t'expliques qu'on en arrive là sur une structure, une institution telle que l'OM, où il y a autant de moyens qui sont mis en place, où il y a autant d'experts? Comment est-ce qu'on peut autant se lourder, quoi? Bah déjà, il y a un premier truc, c'est que déjà c'est plus facile à dire que quand tu es dedans. Bien Donc sûr. ça, il faut le reconnaître, hein. Je pense que déjà l'OM, c'est vraiment un très gros bouillon quand il travaille. C'est de la pression permanente, c'est des attentes. D'autant plus quand tu t'appelles Roberto De Zerbi, que tu arrives et que tu es un des entraîneurs les plus hypés d'Europe, avec une communication qui est escalée du club. Mmh. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que je pense aussi qu'il a un ego. C'est pas mal d'avoir un ego. Ça peut être drivant à ce niveau-là. De toute façon, dans le sport de haute performance, les acteurs ont souvent un ego. Et je pense que quand tu es dans un contexte aussi hostile que l'OM, que ce soit en interne ou en externe, c'est vrai que tu as tendance à te radicaliser dans tes idées. Ça, Mmh. ça peut expliquer aussi un jusque-boutisme de De Zerbi, mais après, je pense que ça trait aussi à la personne. Je pense que c'est quelqu'un qui a des convictions qui sont énormes, qui a une estime de lui-même qui est assez haute. Et encore une fois, c'est pas mal dans ma bouche. Et je pense qu'il a foi en ses idées. Euh, Tino disait en introduction sur De Zerbi qu'il avait la personnalité parfaite pour Marseille. Moi, je pense pas. Moi, je pense Ouais. pas parce que et c'est Habib Bey qui l'a dit en conférence de presse en citant Pape Diouf, paix à son âme. Attention, Marwan, il te reste qu'une Euh, moitié de visage, par contre. Pardon. ah, Il pardon, faut que tu te ressortes, excuse-moi. t'inquiète. Pardon, excuse-moi. Il y a Donc, je pas de disais, souci. ouais, donc c'est Habib Bey qui disait ça en introduction, en citant Pape Diouf, paix à son âme, qui disait que à Marseille, parfois, quand ça brûle, il faut être capable de laisser brûler pour que ça s'éteigne. Et je pense que Roberto De Zerbi n'en a pas été capable et que derrière, en fait, il s'est enfoncé dans des mécanismes qui n'ont pas été forcément très productifs pour sa pensée et pour son Mmh. équipe. Maintenant, je pense que c'est aussi un style de management. Il faut aussi se rappeler que euh, l'Olympique de Marseille, c'est le premier grand club de Roberto De Zerbi à l'échelle de sa carrière. C'est vrai. Brighton, Sassuolo, le Shakhtar Donetsk, Avec tout le c'est des respect. bons clubs. C'est des bons clubs dans des meilleures ligues pour Brighton et Sassuolo, mais c'est pas l'Olympique de Marseille en termes d'adversité. Même en termes de qualité d'effectif, je pense que c'était le meilleur effectif qu'il a eu dans sa carrière. Voilà, et Ouais, on peut clairement. pinailler aussi avec Brighton, João Pedro, Moisés Caicedo, qui sont des joueurs de classe mondiale que l'OM n'a pas. Donc voilà, peut-être qu'on peut pinailler sur celui-là, mais en tout cas, c'est aussi un test pour lui et je pense pas qu'il l'ait passé aujourd'hui. Je pense qu'il est arrivé avec une réputation qui était peut-être surfaite sur certains aspects. Je pense que c'est quelqu'un qui est très intéressant à écouter sur certains aspects du jeu. Mais force est de constater qu'il n'a pas progressé, ne serait-ce que d'un point de vue défensif. Mmh. Comparons année 1 et année 2 de l'Olympique de Marseille, c'était les mêmes problèmes. Les transitions défensives, elles étaient inefficaces. Les alignements, ils étaient pas maîtrisés. Les sorties de balle, pardon, on avait du mal à avoir une certaine efficacité. Tu prends toujours autant de buts. Tu as toujours une certaine irrégularité. Et moi, dès la fin de saison 1, je me suis dit, bah, va peut-être falloir mener une réflexion aussi. Et je pense même que ça a été mené au club, ce type de réflexion, parce qu'il ne faut pas oublier que les prestations, elles sont quand même assez décevantes l'an dernier, même si tu fais deuxième. Il ne faut pas oublier la concurrence, il ne faut pas oublier l'irrégularité, il ne faut pas oublier que jusqu'aux trois quarts de la saison,
c'est pas dit que tu sois assuré d'être en Ligue des Champions Ouais, l'an il passé. y avait ce doute, ouais. Mmh. Tu avais quand même un certain nombre de doutes. Et puis, surtout quand Roberto De Zerbi arrive et dit, bah voilà, moi je suis venu ici pour titiller le PSG, sinon ça sert à rien. Tu t'es quand même pas mal mis le feu d'un point de vue communicationnel et il a fait preuve quand même d'une certaine instabilité. Moi, je trouve que l'instabilité qu'on reproche aux supporters, il s'est mis lui-même, avec aussi une communication de la direction qui n'a pas été productive de ce point de vue-là, ou dans le sens où il n'a pas été canalisé, plutôt catalysé, et ça a créé des effets qui étaient délétères. Donc moi, je pense que c'est juste, bah voilà, c'est un raté, c'est comme ça. Bah, C'est comme ça peut arriver dans le football et c'est pas grave non plus, quoi. non, 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 Euh, c'est sûr que c'est pas grave. C'est frustrant, mais c'est pas grave. En revanche, il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir, sur ce que tu as dit, Marwan. Et je vais peut-être vous faire bondir, mais des fois, je me pose et je me dis: «Est-ce qu'à l'OM, on serait pas trop, hem, est-ce qu'on serait pas trop, sacralisant sur la manière de jouer?» Est-ce que, bon, c'est légitime parce que quand on est supporter, on veut rêver, on veut passer, par les émotions, par le beau et cetera. Mais force est de constater que Roberto De Zerbi, il y avait un bilan de victoire quand même assez satisfaisant. Il y avait des objectifs qui étaient à moitié remplis et c'était la première saison, c'était rempli les objectifs. Cette deuxième saison, c'était pas forcément le cas effectivement. Mais je trouve qu'à l'OM, il y a souvent ce truc, ce refrain, de si les joueurs jouent mal, même s'il y a les résultats, on va foutre la pression. Par exemple, il y a eu l'épisode Deschamps, vous vous souvenez tous, en quart de finale de Ligue des Champions, les supporters, voilà, les South Winners demandent le départ, voilà, de Didier Après, t'es Deschamps. 10e de Ligue 1, je crois, hein, quand il y a la grève. Exactement, parce que, alors malgré le fait qu'on est en quart de finale, on est 10e de Ligue 1, on vient de se faire battre par Dijon et on est éliminé en coupe de France par Quevilly et voilà, c'est ce paradoxe en fait que j'aimerais mettre, en avant Et parce qu'effectivement nous à Marseille, il y a quand même une sacralisation de la manière de jouer et malgré le fait qu'il y ait les attends, mais résultats. Est-ce que c'est pas parfois un défaut? déjà, moi, je Kylian, trouve quand même que sur la ouais, merci. Et sur la le jeu, on a les gens parce qu'il y a quand même un monde entre les réseaux sociaux X et c'est que les gens qui vont au stade, les gens à Marseille et cetera. Il y a au stade et tout le monde est hyper complaisant. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais entendu siffler parce que, il y a des phases de jeu où on n'attaque pas, où ça ronronne trop, ou sur les 18 mois de Zerbi, les seules fois où ça sifflait, c'est pour résultat honteux, c'est-à-dire 3-0 à Auxerre, c'est pas normal d'être mené, par Auxerre à la mi-temps et ou, pour, prestations insuffisantes ou enchaînement de mauvais résultats. Mais ça n'a jamais, sifflé ou voulu le mettre dehors pour le jeu. Tu as même pas eu de banderole ou quoi. D'ailleurs, ça a toujours été contre les joueurs, ce qui sortait du stade. Donc déjà, ça, c'est quand même un avis qui est un petit peu plus, numérique, j'ai envie de te dire, qui est légitime, mais pour autant, qui est moins ancré dans le réel, tu vois? Dans les gens qui vont aller voir les joueurs à la commanderie et cetera. C'est pas quelque chose qui va plus revenir et ensuite, est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop sacralisant? Sûrement, mais moi, j'ai envie de te dire, quand tu as un stade de cette envergure et qui a déjà été enflammé et que tu sais à quel point il est en mesure de s'enflammer, que tu vois ce que fait Paolo Fonseca en étant en tribune pendant 9 mois, ce que fait Pierre Sage en arrivant à Lens et là, je m'arrête à la Ligue 1, hein et que ce qu'a pu faire, Igor Tudor avec un effectif, beaucoup plus réduit il y a 2 ans, bah oui, tu te dis, j'ai envie d'en avoir pour ma place, j'ai envie d'en avoir pour mon argent. Moi, tu sais, c'était l'argument que je sortais à chaque fois, qu'on me demandait, «Pourquoi est-ce que tu descends pas, au stade et tout?» J'ai été une seule fois voir l'OM de Zerbi. Parce que je sais que je vais pas en avoir pour mon spectacle. Le foot, ça reste un déplacement. Tu as des gens qui viennent en famille, qui viennent de loin et te déplacer pour ne rien voir, si ce n'est qu'un résultat, mais je préfère le faire devant ma télé. Donc c'est très bien qu'il y ait des gens qui remplissent le stade et tout, on en a besoin, des chants, d'encourager les joueurs. Mais c'est juste que avant tout, le foot, le sport est un spectacle, encore plus à Marseille, et tu as besoin d'embarquer ce stade qui ne demande que ça, et encore plus là depuis 18 mois. Marwan, c'est un joli paradoxe ça, qui pointe, Ilian. Tu préfères quoi? Tu préfères qu'on joue mieux, mais qu'on ait moins de résultats ou qu'on ait plus de résultats, en jouant un peu moins bien? Notamment avec le paramètre, foot moderne égale rentabilité quand même. moi, j'aime pas cette dichotomie. Ah Je ouais? vais être honnête, j'aime pas cette dichotomie parce que pour moi, le beau jeu, il est au service du résultat. D'accord. En fait, la façon dont tu joues, elle conditionne le résultat que tu peux avoir. C'est que le beau jeu, il est pas beau parce qu'il y a un redoublement de passe. Mmh. Le beau jeu, il est beau parce qu'il y a un redoublement de passe et ce redoublement de passe, il est efficace. Mais combien de fois on a dit Et que Deschamps était un entraîneur pragmatique parce qu'il faisait gagner, mais sans bien jouer, oui, tu ça vois? peut arriver de gagner sans être particulièrement beau. Maintenant, moi, je trouve que le mandat de Deschamps, il est sous-performant à l'échelle de l'équipe de France.
C'est que la performance, elle est beaucoup plus due à Vivier, qui est historique en équipe de France, que la performance de Deschamps. Alors certes, son mandat restera bon, il n'y a pas de souci, mais pour revenir sur l'OM, on a tous été marqués par la saison Bielsa, je pense, Ouais. avec l'épilogue qu'on connaît qui était décevant. D'accord. Mais Bielsa, quand on l'écoute, il dit pas, ben, moi, je ne suis pas uniquement là pour le beau jeu. C'est que moi, je suis là aussi pour. Enfin, c'est parce que je pense que ma recette, elle permet d'avoir les résultats les plus probants. C'est pareil pour Guardiola. Guardiola dit un peu tout et n'importe quoi, mais sur le jeu, en tout cas, je parle d'un point de vue communication, attention, hein, c'est un Ouais, ouais, philosophe, ouais. donc, c'est dans ce sens. Je dis pas que c'est un clown, loin de là, je me permettrai pas. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est que une fois, il avait dit, moi, si on me disait que faire des longs ballons de 70 mètres, ça me permettait de gagner, je le ferais. Je suis pas plus bête qu'un autre. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de bien jouer pour gagner. Parce que bien jouer, c'est aussi gagner. Sauf que Roberto De Zerbi, tu parlais d'un pourcentage de victoire qui était historique, mais le pourcentage de défaite, il est tout autant. Et en fait, c'est là que le bas blesse, c'est que pour moi, sur l'ensemble du mandat de Zerbi, les résultats sont plus dus au saut qualitatif que t'ont permis les investissements consentis par McCourt et les joueurs que tu as ciblés, que par l'apport du coach. Et il est là le souci, parce que quand tu vas chercher De Zerbi, c'est pour aller titiller le PSG. Sinon, tu vas pas prendre un entraîneur à 500 patates par mois, avec l'effectif que tu as, pour te contenter d'être troisième et dire bah, c'est déjà mieux que les années où tu étais sous l'eau économiquement, où tu avais une instabilité chronique. Bah, encore heureux, j'ai envie de te dire, quand tu essayes de faire quelque chose. Et là, pour le coup, il faut toujours recontextualiser. Et le bon prisme, c'est pas de se dire bah, voilà, l'OM a quand même des résultats qu'on n'a pas eu depuis 10 ans. Si les 9 dernières années, tu as travaillé comme un sagouin, et que là, tu essaies de travailler proprement, pour une équipe qui essaie de travailler proprement, tu as été sous-performant. Alors oui, Rome ne s'est pas construite en un jour, il n'y a pas de souci, mais quand on juge par rapport au matériel et au coach que tu as ramené, avec les promesses qui venaient avec ce marketing autour du coach, force est de constater qu'il n'y avait ni beau jeu. Alors les résultats ne sont pas catastrophiques, même dans l'absolu, hein, mais ils sont décevants. Ils sont décevants. Tu jouais pour être deuxième et pas te faire mettre 20 points dans la vue du PSG, et encore moins une dizaine par le RC Lens. C'est là que le bas blesse, vraiment. Et c'est aussi pour ça qu'il part, hein. Roberto De Zerbi, c'est pas la pression populaire, hein. C'est qu'il y a une série de déconvenues extrêmement surprenantes qui l'ont interpellé dans la gestion de son vestiaire, dans ce qu'il pouvait retranscrire sur le terrain par rapport à l'idée qui se faisait de l'équipe. Et ça a été un tel choc, à mon avis, que lui s'est dit, bah, en fait, il y a un souci, quoi, il faut que je parte. Donc c'est ça aussi le souci, c'est que pour moi, on doit retrouver de la cohérence avec un effectif qui retranscrit de façon raisonnable la qualité qu'on a vue en lui au moment de le recruter sur le terrain. Quel est ton avis sur la complaisance du Vélodrome à ce sujet? Moi, j'ai même pas envie de pointer du doigt les supporters, parce que les supporters, je pense, ils sont bien comportés après le traumatisme Tudor. Tout à fait. Et ça, je trouve qu'on s'est dit, bah voilà, on a été beaucoup trop fort avec Tudor, et moi je trouve que le Vélodrome était injuste, hein, mais que dans le même temps, on payait aussi le revirement de Longoria, de passer de Sampaoli à Tudor, un entraîneur qui était peu connu, avec des desiderata qui allaient à l'envers par rapport à l'effectif qu'on avait, et notamment les plus gros investissements de cet effectif qui étaient Gerson, Guendouzi, ton homme fort Payet, et d'un coup tu passes à Tudor qui les met de côté, entre guillemets, pour la plupart d'entre eux. On met ça de côté. Par rapport à De Zerbi, moi je l'ai trouvé plutôt juste. Parfois, tu avais toujours l'espérance d'avoir du progrès et tu attendais toujours le match d'après pour dire bah voilà, nous on veut voir De Zerbi, qu'est-ce qui va se passer. Après, il y a eu des broncas qui sont arrivés quand effectivement les objectifs n'ont pas été remplis. Moi, tu vois, je n'ai pas grand-chose à reprocher au groupe de supporters ni au Vélodrome sur l'ère de Zerbi. Je trouve que voilà, l'ambiance elle a été assez morne, pour être honnête. Mais en même temps, quand tu voyais ce qui se passait sur le terrain, en tout cas de façon trop rare, ça ne te donnait pas forcément envie d'être là sur la durée, ce que je peux comprendre d'une certaine façon. Comme l'a très bien dit Ilian, le football, ça reste un spectacle, et le Vélodrome, c'est aussi à toi de l'enflammer. Ouais. Ouais, moi j'étais anéanti la plupart des fois où je suis allé au Vélodrome sous Roberto De Zerbi cette deuxième saison. Je suis c'était complètement d'accord avec horrible. toi, Tino. Moi, j'y suis allé plusieurs fois et j'y suis pas retourné. Là, je pourrais avoir l'occasion d'aller au stade tous les week-ends sans payer un sou de ma poche. Ah ouais. J'ai pas envie. Non, ça m'a rendu malade. Après, j'habite pas à Marseille, donc forcément. Ouais. Mais J'ai pas bon, envie de faire un effort pour aller au stade. Eh ouais, non, mais c'est ça. T'as quand même envie qu'il soit pas ingrat, en tout cas, enfin, qu'il te le rentre sur le terrain. Voilà, Et, ouais. et malheureusement, c'était pas le cas. Bah, si vous voulez bien, j'avais prévu un petit truc
sur Longoria et Benassia, mais voilà, on va quand même accélérer. Il y a eu une couverture médiatique assez complète là-dessus, donc on va pas s'éterniser, mais bon, il y a eu le On peut feuilleton. on peut en parler quelques minutes Ouais, si pas tu de veux. souci, évidemment. Bon, déjà, pour remettre dans le contexte, évidemment, le départ de l'entraîneur italien a été le levier de celui de Benassia. Voilà, donc le directeur du football a annoncé au lendemain du match nul contre Strasbourg, je crois. Oui, c'est ça, avant qu'il ne soit Ouais. rattrapé par le propriétaire après sa démission. Donc, il avait annoncé sa démission et le propriétaire l'a rattrapé par la veste. Donc, Benassia reste pour s'occuper du sportif et Longoria pour rester à l'OM, pour représenter l'OM dans les instances nationales et européennes. Mais Longo l'a pas entendu de cette oreille et souhaite partir de l'Olympique de Marseille. Voilà, selon les médias français, il s'est senti trahi par Longoria, il le vit comme un déclassement. Mais bon, il était déjà fragilisé apparemment après le tout corrupt. Romain Molina l'a dit, Benassia rapporte plus d'argent à l'OM que ne l'a fait Longoria, donc voilà, c'est assez logique la décision de M. McCourt. Et concernant sa démission, c'est un peu spécial la prise de décision de Benassia. Certains parlent d'un abandon du navire, la main de secousse. D'autres disent que c'est une stratégie purement politique de putsch envers Longoria, alors que lui-même, en tout cas Mehdi Benassia, n'a jamais vraiment ambitionné d'être président. Donc voilà, ce qui est sûr, en tout cas, moi, je pense que le club pâtit de ces remous internes. Je pense que les joueurs aussi, même s'ils font partie de ceux qui ont créé évidemment cette situation. Mon avis personnel aussi, c'est que je suis très jaloux de l'Atalanta. J'aurais bien aimé que le mandat de le mandat de Longoria soit inspiré de celui de l'Atalanta. Beaucoup de sérénité, on va dire, dans les choix, en tout cas dans l'effectif. Dans les choix d'effectifs, il y a toujours un taulier qui est là depuis très très longtemps. Je pense au milieu, je pense à De Roon. Je pense à la défense, par exemple, Toloi et Dimchiti ont été ces tauliers. Donc voilà, ça aurait été un modèle de stabilité. Malheureusement, Longoria a été plutôt fragile, mais bon, voilà, de l'Atalanta parce que j'aime beaucoup le football italien et c'est vrai que l'Atalanta, c'est quand même un modèle de développement. Et je te voyais tweeter aussi dessus, Marwan, sur Bodø et le Sporting à l'occasion du tirage en Ligue des Champions. Mmh. Voilà, on aime bien se comparer à d'autres contextes, donc, mais c'est toujours important d'ailleurs de voir un peu ce qui se passe chez le voisin. Quel a été ton avis, tiens, Iliane, sur la démission de Benassia, puis sur le départ de Longoria? Je sais que toi, tu es un peu friand aussi de ces discussions internes. Mmh. Ouais, ouais, bah, déjà, bon concernant Pablo, je l'ai déjà dit sur plusieurs tweets, mais voilà, moi j'avais un attachement particulier parce que comme vous savez, je suis un jeune, ouais, jeune supporter et moi Pablo, c'est le premier président, si tu veux, qui m'offrait un projet. C'est-à-dire avec tous les défauts qu'il a, l'instabilité, certains, mouvements incompréhensibles comme l'a très bien dit Marwan, le revirement, Tudor après Sampaoli. Pour autant, moi, c'était la première fois que, quand je regardais des interviews d'un président, que c'était cohérent, que j'y croyais, le fait de se stabiliser dans le top 20, que je nous voyais progresser chaque saison, que, il a fait des choix au niveau de la formation ou qui se payent aujourd'hui et qu'il a retrouvé la confiance de notre investisseur. Donc moi, Pablo, c'était ouais, c'était mon petit chouchou, quoi, Longoria. J'avais Malgré toutes les un magouilles vrai, et ses copains. oui, franchement, oui, 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 parce que, Bon, magouille, parce qu'il parce qu'il faisait c'est un rêver tout mot fort. simplement, hein. Il faut dire les termes, il faisait rêver et je trouvais malgré tout qu'il était meilleur dans le sportif, mais voilà, en tant que président, il m'a fait rêver. Puis, là, bah, ce qui s'est passé avec Benatia, enfin moi je le subis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je suis, les déboires médiatiques, il démissionne, il est rattrapé, mais au final d'ailleurs lui n'a même pas fait d'annonce disant qu'il ne démissionnait plus. On le sait grâce à RMC et l'équipe, mais on n'en sait pas plus. Donc, tu vois, je préfère prendre un petit peu de recul parce que, encore une fois, c'est pareil, on n'est pas au cœur de l'institution, on n'est pas au cœur de ce qui se passe entre les dirigeants. À mon avis, il y a rien de très sain, il y a rien de très clair. C'est pas, il doit pas y avoir, enfin, c'est pas des méthodes qui valorisent et les hommes et le club dans cette situation. Écoute, moi, je me mets dans la position du supporter lambda et j'attends juste de la stabilité, de l'honneur, c'est-à-dire que je n'aime pas le fait qu'on bafoue des hommes et comme, Murillo a été bafoué, quand il est, renvoyé du club et que derrière on parle de lui en disant qu'il touche un meilleur salaire que à Beşiktaş qu'à Marseille. Enfin, non, non, moi j'ai quand même un vrai intérêt pour l'humain et j'espère que Longoria sera respecté et que derrière, si c'est Benatia qui reste, quelle que soit la manip, quelles que soient ses intentions, bah, qu'il le fasse dans l'intérêt, des gens qu'il dirige d'abord, donc les joueurs, le sportif et bien sûr, des supporters et de l'institution. Voilà, donc je préfère, tu vois, prendre ce recul-là plutôt que commencer à me lancer sur une
une argumentation qui je j'ai pas la solidité, et les sources nécessaires pour te dire un avis plus profond là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ma take sur l'Atalanta? Tu as pas envie d'aller, supporter un peu, ce club sain et stable? Mais je pense que tout supporter marseillais a envie d'aller supporter autre chose que l'Olympique de Marseille, j'ai envie de te dire. Moi, je les Donc supporte un mais peu, c'est aussi mais dans le sens, mais c'est aussi sentimental. ce qui fait non, mais c'est aussi ce qui fait le charme, c'est ce qui fait que dimanche, on sera à 20:45, devant la télé, enfin, Et j'ai hâte. moi, Ouais, c'est voilà, c'est je ça, suis hypé là. en plus c'est l'OLM, donc non, non, mais non, il y a toujours un intérêt, ils arrivent toujours à nous relancer. Moi, Mais oui. Habib Beye, c'est pas un joueur que j'ai connu, tu vois? Pour autant, je suis le récit, la story, elle me touche un petit peu et encore une fois, quand ça touche à l'humain comme ça, bah, j'ai envie de le suivre, j'ai envie qu'il m'embarque et puis pour ce qui est du reste, faites les choses dignement. Moi, j'en rappelle toujours à tu sais, à un espèce de, hem, peut-être c'est un appel au sacré, tu vois? Je sais pas, c'est, personnel, mais moi, j'en appelle toujours à la dignité et au respect de chacun, quoi. Le bon contribue au bon, donc on n'a pas travaillé dans le bon sens, on n'a pas travaillé ensemble. Ouais, beh, faites en sorte que, derrière, c'est l'institution qui brille et que les hommes n'en pâtissent pas, quoi, Tu voilà. tu me plais quand tu es, romantique comme ça, Ilian. Est-ce que tu es d'accord, Marwan, et est-ce que tu as envie de revenir, sur, Longoria, Benassia, tout ce qui s'est passé, tout en évidemment, comme l'a dit Ilian, on n'est pas à l'intérieur du club, donc peut-être qu'on n'a pas tous les paramètres? Non, bah, je comprends déjà complètement sa vision parce qu'en tant que supporter, c'est difficile de. Je pense que quand tu es dans l'instant et que quand tu vis la saison, c'est difficile d'avoir un autre ressenti que ça. Parce que c'est des choses qui te viennent en pleine tête, tu comprends pas trop. Moi, pour être honnête, j'ai pas vraiment aimé ce moment. J'ai pas trouvé que. Enfin, en fait, de prime abord, quand t'as aucune information, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il démissionne maintenant? Pourquoi est-ce que Mmh. constamment, d'un point de vue communicationnel, Mehdi Benassia remet son avenir en cause? Moi, j'ai pas compris. C'est pas des choses qui, je pense, sont bénéfiques au club. Maintenant, quand tu prends un petit peu de hauteur, il y a des choses que tu comprends aussi. C'est que, à mon avis, il voulait partir depuis un petit moment. Je pense, moi, il y a une déclaration qui m'a interpellé aussi, c'était suite au Trophée des Champions, où j'ai trouvé que ben, la Mmh. prestation elle était encourageante, mais que lui, derrière, en fait, amène son avenir sur la table en fin de match. Moi, je pense qu'il voulait partir dès ce moment-là. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un coup de tête, sa démission. Je pense qu'il y a aussi des jeux de pouvoir qui se jouent derrière, notamment du côté de Franck McCourt. On a vu récemment un papier sur les 100 millions de pertes de l'Olympique de Marseille sur la saison en cours, du moins sur l'année en cours. Je pense que quand tu es quelqu'un comme Franck McCourt qui est très riche, mais qui n'a pas non plus les poches d'un François Pinault par exemple, je crois qu'il est entre 1 et 2 milliards Ouais, de fortune c'est personnelle, McCourt, gargantuesque. peut-être un peu plus, McCourt là je parle, Ah oui, pardon. euh, qui a déjà mis près de 700 millions d'euros au club. Au bout d'un moment, tu vas commencer à vouloir revenir tout l'argent que tu as investi. Et je pense que soit on s'est aperçu qu'il y avait des trous qui étaient plus grands qu'escomptés, soit on s'est aperçu que ben, depuis que Mehdi Benassia est là, aussi critiquable qu'on peut être sur certains points, comme avec tout le monde, l'argent revient plus facilement parce que quand tu as un échec, tu arrives à le sortir rapidement. Et que ça, d'un point de vue investisseur, c'est beaucoup plus rentable que un Pablo Longoria où finalement, bah, derrière, tu as quand même perdu pas mal d'argent en fonction des années, avec une instabilité qui était chronique, coach, joueur, etc., etc., sans forcément que tu retombes toujours sur tes pattes. Je pense qu'il y a un choix qui a été fait et que en fait, le désir de partir de Mehdi Benassia a provoqué en fait une réflexion anticipée de la part de McCourt. Il s'est dit, bah, tiens, lui, il veut partir, mais c'est l'homme dont j'ai besoin pour aller dans le bon sens d'un point de vue sportif et financier. Et pourquoi est-ce que je me dis ça? Je me dis aussi qu'il y avait la tutelle de Sheherazade de Semsa, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui était là pour chapeauter Longoria depuis un petit moment. Et je pense que déjà là, c'était une preuve de la fragilisation en fait de Longoria au sein de l'institution OM et que ben, la démission de Benassia, elle a simplement mis le dernier clou dans le cercueil de Longoria parce que ça a forcé McCourt à faire un choix et ce choix il s'est fait à son détriment. Maintenant, moi je suis d'accord avec toi, Eliane, il faut respecter les gens. Après, je ne suis pas sûr que Longoria ait respecté toujours tout le monde quand il était à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il a aussi été à l'image de son industrie. Hein. Je n'ai pas envie de faire de lui un exemple plus qu'un autre. Mais quand je vois, par exemple, bah, ne serait-ce que Marcelino, avec lequel il devait partir, Marcelino derrière avait donné une interview à l'équipe en disant bah, il n'est pas parti avec moi. Je ne sais pas pourquoi, mais parfois c'est comme ça reste mon ami. Donc il a été grand monsieur là-dessus, mais c'est pas forcément un move que j'ai trouvé très classe. Il y a eu pas mal de prolongations, celle de Camara, celle de Pape Gay, l'Imbroglio Bamba Dieng à l'époque, un certain nombre de joueurs aussi qui sont partis assez rapidement, Bakambu, d'autres, Luis Suarez, où tu te dis que finalement, bah, lui n'a pas forcément eu du mal à vivre par l'épée.
Et ben, il y a un adage qui dit que quand on vit par l'épée, on meurt par l'épée. Et forcément, derrière, Exactement. quand c'est comme ça que tu règnes, tu te mets aussi à portée de ce type de coup. Je pense pas que c'était un coup de la part de Mehdi Benassia. Je pense que éventuellement, euh, ouais, non, je pense pas que c'était un coup. Je pense pas que c'était un coup. Je pense que l'occasion a fait le larron, pour être honnête. Je sais même pas s'il va rester au-delà de la saison. Donc il faudra voir ça. Mais l'appétit vient peut-être en mangeant pour lui. Mais c'est vrai que je pense qu'il s'est mis à portée par rapport à ses gestions d'une décision de McCourt. Ouais. Voilà, tout simplement. La violence de cet événement, c'est elle rompt toute projection en fait possible pour le supporter et pour les suiveurs du club, parce que on est passé d'un projet en 3 ans avec l'attente d'une progression avec un coach, etc. Tu perds déjà ce coach qui était au cœur de ce projet et tu peux repartir. Et là, c'est vrai que la table, elle est complètement renversée. On ne sait pas qui sera à la tête du club, on ne sait pas si Bennatia repart, on ne sait pas si Habib Beye s'inscrit dans la durée. Là, c'est sûr que quand on se met dans cette position-là, on n'a aucune visibilité. Et je trouve ça bien triste parce que ça entraîne ce que j'ai vu là sur les réseaux sociaux, c'est le fait que le stade va moins se remplir, risque de moins se remplir, qu'il y a de plus en plus de places vides. Et ça, c'est jamais bon pour la suite de nos résultats, quoi. Bon, on verra. Et pour autant, je suis optimiste parce que je suis persuadé d'une chose, c'est que, en tout cas concernant l'OM, c'est que c'est le sportif qui pousse le club. Donc peu importe les hommes qu'il y a, si jamais tu fais Ligue des Champions et que tu assures un budget minimum pour l'an prochain, peu importe qui tu mets à la tête, si jamais c'est des gens qui sont là en bonne intelligence, je me fais pas trop de soucis. Oui, mais c'est les hommes, à la tête qui font passer un palier au niveau du sportif, à un moment donné. Évidemment, à Heu, condition que les hommes voilà, soient bien choisis. Évidemment, évidemment, je on est suis complètement d'accord. d'accord avec toi. Non, ouais, Abibay, déjà, grand plaisir. Ilian, c'est un joueur que tu n'as pas connu. Moi, c'est un joueur que j'ai connu. Mmh. Un capitaine début des années 2000, pas forcément un joueur flamboyant. Pour te donner peut-être une idée, évidemment pas dans la qualité du joueur, parce que je pense que Cherou est meilleur, mais c'était un peu cette force tranquille au sein de l'effectif. Mmh. Un mec qui aussi était là pour mener le collectif, qui a incarné le club dans des années un peu compliquées. Et même si Cherou a remporté le titre de champion de France, c'est vrai que Habib Beye lui a été dans des années un peu plus dures. Et c'est vrai qu'il était un petit peu capitaine courage, avec cette fameuse image où il perd dedans suite à un duel aérien. Euh, voilà, latéral un peu académique, enfin peu académique plutôt, ou du moins académique pour l'époque. Hein, ça diffère selon ta perspective, et c'est vrai que c'est un peu les émotions, parce que c'était vraiment une figure de l'OM au début des années 2000, et il n'y a jamais eu de couac en fait avec lui. Quand il part en Angleterre, ça a fait bizarre à un certain nombre de gens. On s'est rapidement consolé avec Mamadou Niang ensuite, mais certes, mais c'est vrai que le voir aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, même si évidemment on peut avoir plein de doutes sur sa qualité en tant que coach, etc., moi ça me fait plaisir, et c'est vrai que j'ai hâte de ce match de dimanche, parce que pour le coup, il y a eu une vraie semaine de travail. Il y a eu ce Retiro à Marbella où possiblement l'intensité a été le mot d'ordre pour essayer de remettre un peu l'équipe à niveau. Ça, on verra, c'est souvent les éléments de langage usuels qu'on a Mmh. lorsqu'un coach arrive. Mais c'est vrai que j'ai hâte, parce que j'ai pas du tout aimé le match à Brest. Après, C'est j'ai clair. du mal à l'imputer à Big Bay. Hein. Je sais pas vous ce que vous en pensez, les gars, Ouais, mais non, non, je pense pas non plus que 48 heures, même pas de travail sans tes adjoints, c'est un peu mmh. compliqué. Et puis je pense aussi que tu ramasses une équipe à la petite cuillère après la gestion de Zerbi, la déconvenue sous Pancho. Et là, c'est vrai que ça va être le premier match où on va commencer à se dire, bah, ah, ok, on attend, on n'a pas de Bay, on attend déjà un résultat parce que Lyon est décimé. Et moi, je vise déjà la victoire. Je pense qu'on doit taper Lyon à domicile, et assez nettement, dans le Ça, c'est sens clair. où c'est ce qui est attendu. Je ne sais pas si c'est ce qui va se passer. Je pense qu'on se satisfera tous d'une victoire et crack. Mais ce qui est attendu, c'est qu'on envoie un message dans le sens où l'OM n'est pas mort. Et l'OM va viser le podium en fin de saison, parce qu'il me semble que si tu gagnes, tu reviens à 2 points, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est C'est ça. ça. Puis, ils ont des absents, tu peux inverser leur dynamique qui était ultra positive il y a encore 2 semaines. Donc, c'est Hmm. clair que c'est le moment ou jamais pour leur taper dessus et les enfoncer. Exactement. Petite dernière chose, toi, tu as connu, cette, finale de Coupe de France perdue. Est-ce Ouf, que tu oui. crois à la story, du, de la revanche pour l'ancien capitaine, Ah devenu non, sur entraîneur? ça puisse jouer psychologiquement, tu vois, pour Habib Beye, j'en doute pas, tu vois, parce que ça a été un traumatisme pour les supporters de l'Olympique de Marseille. Mais maintenant, on est tellement dans un fast football que les effectifs changent tellement qu'il n'y a plus vraiment de continuité, que Mmh. ça dépend vraiment de ce que tu leur impulses à un moment T. Donc, je pense que lui aura à cœur de ramener un trophée, comme la direction, comme les joueurs, surtout après une saison aussi compliquée à vivre. Mais, mais voilà, quoi, pas au-delà de ça.
le Retiro, faut le savoir, hein, il a été fait où Tudor avait du coup emmené ses joueurs pendant la Coupe du Monde 2022. Et vous vous souvenez, il avait croisé Franck Hez, qui était aussi avec Ah oui, l'Inter c'est vrai. Marbella. Et voilà, ça c'est vraiment des motifs d'espoir que je vous donne. Il y avait Bode Glimt aussi qui était là-bas pour préparer ces deux matchs aller et retour face à l'Inter. Donc voilà, au moins si on veut être optimiste, on a les armes en main. Et comme tu as dit, Iliane, voilà, c'est un match qui est extrêmement important. Il y a quelques infos. Soultch, on va prendre, hein, n'est pas là. Alfonso Moreira n'est pas là non plus. Ça c'est quand même important de le souligner. Balerdi, évidemment, a purgé sa suspension, donc potentiellement un retour à 3 axiaux, en tout cas dans la compo. Rennes et Lille, bon, qui reviennent à 3 points de l'OM, mais voilà, nous on est évidemment avec cette confrontation directe face à Lyon, on peut revenir à 2 points du troisième. Donc voilà, c'est quand même assez important de le souligner. Bon, Iliane, on a quand même déjà couvert le match, enfin tu as déjà couvert le match, l'avant-match dans On dirait l'OM. Tu disais que c'était un match à scénario et à enjeu à chaque fois. Il y a eu Raw, il y a eu Luis Enrique en fin de Mm. match. C'est le plus gros match en tout cas de la saison aussi, au vu du classement. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Marwan? Ah oui, il y en aura plusieurs, je pense, des plus gros matchs de la saison au fur et à mesure où tu pourras valider ou non les objectifs. Mais voilà, à date, oui, malheureusement, c'est devenu le plus gros match de la saison, cet OMOL, parce que tu es devant un concurrent qui n'était pas forcément espéré pour la troisième place. C'est la première place qualificative directement et tu n'as pas envie d'aller en barrage en Ligue des Champions. Tu es aussi dans un moment charnière où c'est vraiment le premier match où le coach peut s'affirmer en tant que nouveau coach de l'OM et finalement basculer sur un nouveau cycle. Donc oui, clairement, tu n'as jamais été dans une position aussi délicate cette saison, tu n'as jamais été autant face à des impératifs de survie, entre guillemets, économiques. Donc oui, il faut y aller, c'est le plus gros match, c'est là où il y a le plus d'enjeux. Il y a aussi de la tension émotionnelle, il y a la rivalité avec Lyon, c'est au Vélodrome. Donc ouais, non, ça me paraît assez difficile de nier ça, hein. Un petit mot sur l'OL, Marwan aussi? Vu que Déjà, je big sais que c'est respect. ton deuxième club. C'est mon deuxième club, hein. Bah, on a dit qu'on reviendrait dessus, mais en gros, l'OLM, c'est simplement un running gag parce que j'essaie de parler objectivement des clubs que je regarde et c'est vrai que ça passait mal chez certains. Du coup, pour faire rire d'autres, j'ai dit que je supportais l'OL et l'OM, peu importe, parenthèse refermée. Mais gros respect à la saison de l'OL. Je pense qu'en termes de ratio Mm. effectif-performance, c'est peut-être l'une des meilleures équipes de Ligue 1 derrière le RC Lens. Donc déjà, chapeau là-dessus. Et avec Paulo Fonseca, que je trouve extraordinaire à la tête de cette équipe. Maintenant, pour moi, avec l'effectif que tu as, tu dois les taper. Tu dois les taper. Ils sont décimés. Un peu plus cynique là, Non, tu vois. non, mais faut les taper en fait. Ils étaient sur 13 victoires consécutives. Ils ont perdu contre Strasbourg, ils ont perdu Soultz, ils ont perdu Afonso Moreira, ils n'ont pas Malik Fofana. Moi, je pense que si tu dois te regarder devant une glace cette saison, ça passe par ce genre de match. Je pense que le match à domicile face au RC Lens, il était plus dur que celui-là. Voilà, Clairement. enfin, il y a pas, au bout d'un moment, on va pas tortiller, quoi. Il faut simplement taper Lyon ce week-end et tu as les moyens de le faire, à la fois pour lancer ton nouveau cycle et à la fois parce que tu dois le faire dans le sens où tu as l'effectif, tu as l'équipe et tu as déjà montré des hauts qui font que bah, tu dois pas laisser la place, entre guillemets, euh, à tes propres doutes sur cette rencontre. Puis tu as cette légende qui dit que les deux Olympiques ne peuvent pas être en forme en même temps. Donc s'il y a un moment où pour inverser la dynamique, là, c'est maintenant ou Le jamais. running gag. Voilà, également. J'espère que l'OM tapera Lyon, sincèrement. Parce qu'en plus, moi, on parle d'OLM et tout, mais moi, je pense que c'est le club que je déteste le plus en France, l'OL, pour être honnête. Plus Je que peux le pas trop PSG, parce que le juger. PSG sont dans d'autres sphères. Enfin, je déteste sportivement, pour d'autres raisons aussi, certaines parties du public Oui, oui, oui. aussi, je pense que c'est de notoriété publique. Mais c'est le club avec lequel j'ai une plus grosse rivalité en France, même si j'aime bien le regarder, même si j'aime bien le suivre, etc. Mais s'il y a un match que je veux gagner cette saison, euh, au-delà de celui contre le PSG, c'est contre l'OL. Parce que eux, pour le coup, ça se frite au classement. Voilà. Puis en plus, tu as ce scénario à l'aller qui est un peu cruel avec le rouge d'Egan Oui, Riley. complètement. En plus, là, tu vises les mêmes choses en championnat pour l'instant, donc non, moi, je veux Mm. les taper et voilà. Mais je trouve Il qu'il y a, faut. il y a un peu une animosité qui se rajoute avec le fait que bah, ils sont normalement dans la panade et ils arrivent à nous surpasser au classement. Et donc ça C'est nous énerve évident. un peu. Et ils sont encore en lice pour la Coupe de France et ils sont tous très hypés par le fait pourquoi pas, glaner un titre avant l'OM. Donc là, je trouve que la C'est tension évident. a rarement été aussi exacerbée entre les deux équipes. Iliane, je crois que vous en avez C'est parlé très bien. bah, Donc voilà. ouais, là, c'est une rivalité, clairement.
Et clairement. la notion de rivalité, je trouve qu'elle s'applique et puis, même le coach, hein, il y avait ce truc-là de nous, on voulait Fonseca avant l'arrivée Ouais. de Zerbi en 2024. Il se manque au Milan et eux, derrière, arrivent à le récupérer. Donc il y a vraiment, le destin de ces 2 clubs, au-delà du nom est lié pour cette saison. Est-ce que vous voudriez voir, messieurs, des changements par rapport à Brest? Est-ce que Højbjerg out, par exemple, à ma droite, du côté de Marwan, peut-être? Nadir in, Pavard out, Balerdi in. Qu'est-ce que vous aimeriez? Marwan, je te laisse commencer et Ilian, tu pourras prendre la parole direct après. Moi, Ça marche. idéalement, j'aimerais bien voir un milieu Vermieren Kambas, Timber Abdelli. Ouais, Maintenant, je sais que c'est pas la formule la plus rassurante. Ouais, moi aussi. C'est pas la formule la plus rassurante pour un entraîneur qui cherche sa première victoire au Vélodrome, notamment sans ballon. En tout cas sur le papier, notamment avec Abdelli, à qui on a fait quelques reproches là-dessus. Donc moi, je suis pas fixé, sincèrement, peu importe les hommes vraiment, parce que je suis persuadé de la qualité de cet effectif. Vraiment, peu importe les hommes, je pense Ouais, que je m'attends juste à une victoire, quoi. C'est ça que je veux, tout simplement. ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec Marwan, là-dessus. Moi, juste, sortir Pavard de l'effectif parce qu'il m'exaspère et au-delà de la performance. Non, mais même, tu sais, dans l'attitude et tout. Moi, ouais, ouais. ce qui m'énerve, c'est vraiment l'étiquette de leader qu'on lui a collée et qui se ressent que par le salaire, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me sort par les yeux. Donc, à part ça et un retour de Balerdi, qui en plus pourrait se remettre en jambe pour un gros match, il aime bien ces oppositions-là. Attention à pas trop s'emballer non plus. Non, sur le 11, je ferai pas de mouvement particulier. Voilà. Sur OMOL, on a fini. J'aimerais vous poser une dernière question. Je vous soumets cette règle. 1 minute pour faire votre argumentation, votre argumentaire. Et le débat est le suivant, enfin le débat, la question est la suivante. Est-ce que vous préférez, Marwan, tu peux commencer, Iliane t'enchaîne juste après. Mmh. Est-ce que vous préférez prendre la Coupe de France et ne pas retourner en Ligue des Ouais, Champions ou l'inverse? je savais. Ah bah, écoute, je commence pas du tout. Je veux bien faire une croix sur la Coupe de France pour une seule et bonne raison, c'est que la Coupe de France, c'est bien, c'est romantique, on l'a pas eu depuis 89, il n'y a pas de problème, mais le truc, c'est que j'aimerais bien revoir l'Olympique de Marseille en Ligue 1 la saison prochaine. J'abuse, mais économiquement, c'est vital, la Ligue des Champions pour le club. Et c'est surtout par là que passera tes opportunités, justement, de gagner une Coupe de France avec une équipe compétitive, avec un cycle qui peut, j'espère, enfin, après tant d'années, pouvoir se démarrer sainement. Avec des hommes en place. Et c'est vrai que quand tu commences en Ligue des Champions, plutôt que d'être dans une année où tu vas devoir vendre à la moitié de ton effectif parce que Mmh. tu vis au-dessus de tes moyens désormais, je préfère repartir avec une place en Ligue des Champions et avoir beaucoup plus de latitude pour mettre en place un cycle qui, je l'espère, sera beaucoup plus sain que les précédents. Donc voilà mes raisons. Dans la foulée de mon romantisme, ce soir, je vais prendre la coupe de France et Heu, surtout que je vais te dire à voir les répercussions. C'est-à-dire que comme l'a dit Marwan, si ça nous vaut d'être rétrogradé en Ligue 2, de perdre, les 3 quarts de l'effectif, bah, bien sûr que je suis pour une Ligue des Champions. Mais, j'ai envie de te dire par consolation et par bien de oui, j'ai envie d'être récompensé de ces années de supporterisme, récompensé du travail qui a pu être fait par Longoria. J'ai envie de voir un titre, j'ai envie de voir, la ville, suivre ses joueurs. J'ai envie de voir une nouvelle dynamique et de ne plus avoir, cette étiquette de loser de Ligue 1. Et encore plus si c'est une autre équipe que le Paris Saint-Germain qui venait à prendre et le championnat et si on ne prend pas la Coupe de France, ce sera une autre équipe que le PSG aussi. Donc si je vois Lyon, par exemple, la prendre, ça me fendrait encore plus le cœur. Donc je prends la Coupe de France à mes risques, et périls. Bon, évidemment, s'il y a des joueurs qui nous regardent, n'hésitez pas à faire les deux en même temps, hein, c'est possible. Exactement. Exactement. Bien sûr, bien C'est sûr. très Elle est là possible. la position. Elle est là la position. D'accord. Bon, bah, les gars, merci beaucoup. C'est une bonne manière de conclure ce premier épisode. J'ai beaucoup apprécié Ouais. ta présence, Marwan. Euh, Plaisir partagé. Bah, c'est super cool. Et bah, j'ai une petite question pour finir. Dis-moi si tu veux nous suggérer un invité, toi, qui t'aimerais voir en tout cas passer dans notre émission de la sphère marseillaise ou juste footballistique, hein, parce qu'on a prévu d'inviter des gens hors Olympique de Marseille, évidemment. Alors, de la sphère, tu veux dire la sphère Twitter ou de la sphère N'importe. OM en général? Franchement, en On général, prend tout ce tout. qui te passe par la tête, on prend. Swan Marcelino.
Ok. Swan Borsellino, Ligue 1+, je sais qu'il supporte l'OM, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je ne connais pas personnellement, mais que je trouve très pertinent. Il était Et pas dans la liste. capillairement, pour le coup, il n'y a pas trop de doute sur une éventuelle captation. Irréprochable. Je Donc suis voilà, même jamais d'accord. irréprochable capillairement. Il en devient même agaçant, je trouve. Alors, pas à ce point-là, mais je peux comprendre le sentiment, ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Marwan. Iliane Ah, aussi, merci pareil, beaucoup, Marwan. ça fait plaisir de te revoir quand même. Ça Mmh. faisait longtemps, donc voilà, Là, merci on beaucoup, reprend Cyprien. un rythme. T'allais dire quoi, pardon, Iliane? Hein, j'ai dit là, on va reprendre avec un rythme un peu plus soutenu là. Et On c'est est de ça retour pour de vrai. Bah ouais, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai que bon, au début, t'étais en mode on va faire des émissions. Tu l'as fait quoi, une fois en Australie? Ah, tu dur. J'en ai fait Les émissions 3-4. nocturnes? 3-4, J'en pardon. ai fait 3-4 et puis, les dynamiques, le jeu, le logement aussi, il faut le dire, hein, Toi, t'es c'était fatigué quand compliqué. tu me le racontes. Non, mais c'était une bonne occasion On de est de débriefer retour, dessus. on est de retour, c'est tout ce On qui est de compte. retour. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous d'être restés sur cette émission, si c'est le cas. Je remercie encore Iliane et Marwan. Évidemment, abonnez-vous, likez, partagez, commentez aussi si vous avez des trucs à nous dire. Nous sommes toujours friands de vos petits commentaires. Mmh. Moi, je vous dis ciao, à bientôt pour peut-être Swan Borsellino ou d'autres invités. Et, euh, et voilà. Ciao, allez l'OM. Ciao.